et bienvenue au titre du spectacle est aléatoire. Le titre du spectacle est aléatoire parce que c'est un spectacle qui respecte l'égalité des choses qui existent. Alors parmi les choses qui existent, il y a par exemple la randonnée pédestre, les appareils ménagers, les personnes handicapées, l'international socialiste, ou encore la relaxation, la grammaire, les liqueurs ou le bruit. Pour respecter le principe d'égalité des choses qui existent, le titre du spectacle va donc être tiré au sort ici ce soir et déterminer la chose dont il sera question. Si vous êtes ici, cela veut dire que vous êtes en accord avec ce principe et que vous respectez l'égalité de toutes les choses qui existent. A fortiori, vous respectez ce spectacle, sachez que ce spectacle vous respecte en retour. Quiconque sera en désaccord avec ce principe sera prié de bien vouloir sortir et je prierai ceux qui restent de bien vouloir éteindre leur téléphone portable afin de respecter l'égalité du spectacle ainsi que celle des autres spectateurs. Voilà. Nous allons désormais procéder au tirage au sort. Alors Baptiste, donc, je vais avoir besoin d'une main innocente pour le... Ah, bon bah la voilà, c'est super. Alors, le titre du spectacle ce soir est La trahison. Bon spectacle. Bonsoir. Je m'appelle Alice Lescane et Sonia Derzipolski, et le titre du spectacle ce soir est La trahison. Selon le dictionnaire Larousse, la trahison est l'action de tromper la confiance de quelqu'un. C'est un terme qui est utilisé dans le contexte politique, dans le contexte militaire, dans le contexte amoureux, dans le contexte amical ou encore dans le contexte de la relation entre un artiste et ses spectateurs. Dans tous les cas, pour obtenir un bon contexte de trahison, il faut d'une part un traître et d'autre part une ou des personnes trahies. Alors, s'il est assez aisé d'endosser le rôle de la personne trahie, il n'est pas à la portée de tout le monde de devenir un bon traître. Devenir un bon traître, cela requiert de grandes capacités, pour ne pas dire des facultés exceptionnelles. Le but du jeu, c'est de perdurer le plus longtemps possible dans sa traîtrise avant d'être démasqué. Pour réussir cela, les traîtres ont une méthode prodigieusement efficace. Le détournement de l'attention. Pour camoufler la trahison qu'ils sont en train de commettre, les traîtres dénoncent autre chose. Leur stratégie ô combien rusée, qui ne peut être révélée au grand jour que par des personnes perspicaces et clairvoyantes. En gros, par des personnes honnêtes. Bonsoir. Je m'appelle Alice Lescane et Sonia Derzipolski et je suis quelqu'un de particulièrement honnête. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous parler ce soir d'un peintre. Un peintre qui aurait été le plus moderne, le plus actuel et le plus subversif des peintres surréalistes. Ce peintre est belge, ce peintre, c'est Magritte. René Magritte aurait été un révolutionnaire, un homme capable de faire voler en éclats nos certitudes, d'ébrécher en une toile notre rapport au monde, à la réalité et à la vérité. Figurez-vous que nous sommes en mesure ce soir de vous révéler le véritable dessin du peintre Magritte. Voici l'une de ses plus célèbres peintures. Alors, elle ne s'intitule pas « Ceci n'est pas une pipe ». Elle s'intitule « La trahison des images ». L'interprétation la plus courante de cette toile, c'est de dire que, même peinte de la manière la plus réaliste qui soit, une pipe représentée dans un tableau n'est pas une pipe. Elle ne reste que l'image d'une pipe qu'on ne peut ni bourrer ni fumer comme on le ferait avec une vraie pipe. Avec cette toile, Magritte serait parvenu à démasquer le traître, le félon, l'infidèle, qui ne serait autre que la représentation picturale. Pour le dire plus simplement, selon Magritte, la représentation serait au réel ce que Judas fut à Jésus,
ce que Brutus fut à César, ce que von Stauffenberg fut à Hitler, ce que Sarkozy fut à Chirac. Magritte nous mettrait en garde contre toute représentation picturale qui constituerait une authentique trahison du réel. Nous sommes hélas forcés de constater que cette interprétation tombe lamentablement dans le piège tendu par Magritte. Redisons-le, les traîtres ont pour coutume de dénoncer une autre trahison afin de mieux dissimuler la trahison qu'ils sont en train de commettre. Pour l'image, on pourrait dire que Magritte dénonce Judas afin de préparer plus tranquillement l'assassinat de Chirac. Alors ce n'est pas du tout une accusation gratuite. En tant que personne honnête, nous nous sommes penchés sur l'intégralité de l'œuvre de Magritte. Nous avons épluché toutes ses peintures, nous les avons comparées, classées, interprétées. Et nous sommes finalement arrivés à un constat troublant. L'œuvre de Magritte est parfaitement incohérente. Un chat dans un chapeau. Un ver sur un parapluie. Une lune dans un arbre. Des bougies qui rampent. Une toute petite chaise sur une très grande chaise. Un œil dans une tranche de jambon. Etc., etc., etc. Œuvre parfaitement incohérente, donc, sauf sur un point. Toute sa vie, Magritte n'a eu de cesse de peindre des pommes. Alors cette récurrence du motif de la pomme, ça nous a interpellés. On avait enfin trouvé une sorte de fil rouge dans l'œuvre de René Magritte. Alors bien sûr, on aurait pu tomber dans le panneau et chercher une interprétation du côté de la symbolique de la pomme. Adam et Ève, Guillaume Tell, New York, Newton et compagnie. Mais la peinture de Magritte, elle est plus simple que ça. Et c'est là toute sa force, toute son habileté. Magritte ne s'encombre pas du fatras symbolique hérité de plusieurs milliers d'années de culture judéo-chrétienne. C'est pas du tout son genre. Sa peinture, elle est plus simple que ça. Peignant et repeignant des pommes toute sa vie, Magritte n'a eu en fait de cesse de ne s'intéresser égoïstement qu'à lui. Si vous voulez, selon l'expression consacrée, toute sa vie, il n'a pensé qu'à sa pomme. Voilà la trahison qu'il a commise envers nous, spectateurs de ses peintures. Et les autres peintures, c'était pour faire diversion, pour faire semblant de s'intéresser à autre chose. Ce qui explique justement l'incohérence du chat dans le chapeau, de l'œil dans la tranche de jambon ou des bougies qui rampent. Magritte, toute sa vie, ne s'est intéressé égoïstement qu'à lui. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est comme pour tout, il suffit d'analyser. Au premier plan, une pomme, gigantesque, surdimensionnée. Elle emplit l'espace tout entier, du sol au plafond, et elle masque le mur du fond. Le mur qui se dresse sur la droite est vide. Pas l'ombre d'un poster qui dénoterait l'intérêt de Magritte pour un groupe de musique, pour une marque de voiture ou pour toute autre passion portée à autre chose qu'à lui-même. Sur la gauche, une fenêtre s'ouvre sur un décor de campagne, brutalement interrompu par le bord du tableau. Parions que dans ce hors-champ, c'est un champ de pommiers. Et le titre du tableau, c'est « La chambre d'écoute ». Comme si tout le monde cherchait à espionner la pomme. Comme si la pomme avait vraiment des choses importantes à nous dire. Alors cela ne fait aucun doute, Magritte souffrait de paranoïa. C'est une pathologie typique des personnes à l'ego surdimensionné. 1964. Ceci n'est pas une pomme. Pied de nez terrible. Insupportable. 1960. This is not an apple. Ceci n'est pas un Magritte, signé Magritte. Magritte, Magritte, Magritte.
Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que Magritte peignait dans notre intérêt, pour élever notre esprit, alors que toute sa vie, il a peint dans son intérêt personnel. Et ça, c'est grave. Mais le pire, c'est qu'il a eu une influence considérable. Il a engendré des milliers et des milliers de personnes égoïstes complètement centrées sur leur intérêt personnel. Voici une photographie de 23 personnes qui ont décidé de peindre chacune une pomme et d'apposer leur nom en très gros au-dessus. Voilà l'héritage de Magritte. Voilà le monde dans lequel on vit. Un monde uniquement guidé par les intérêts personnels d'une poignée de personnes. Voilà la marche du monde, voilà le modèle dominant dans lequel nous évoluons. Oui. Oui, mais. Toute marche du monde, tout modèle d'organisation dominant contient en lui les germes d'une révolution. Je répète. Toute marche du monde, tout modèle d'organisation dominant contient en lui les germes d'une révolution. Alors il y a des gens, plus braves que d'autres, qui un jour ont décidé de contrecarrer la marche du monde avec leurs petits moyens. Ces braves ont décidé de choisir comme centre d'intérêt un centre autre que leur pomme. Alors il n'est pas exagéré d'utiliser le terme de bravoure, car dès lors que quelqu'un décide de porter son intérêt sur un autre centre que lui-même, il prend conscience de la difficulté de son engagement. Car la liste des choses qui existent en dehors de soi-même est très, très, très longue. Dans cette liste des choses qui existent, il y a par exemple la randonnée pédestre, les appareils ménagers, les personnes handicapées, l'internationale socialiste, la grammaire du latin, la relaxation, les lichens ou le bruit. Alors, on va prendre l'exemple d'un artiste engagé qui a décidé de s'intéresser à autre chose qu'à lui-même. Un beau jour, le peintre américain Todd Young a regardé la liste des choses qui existent parmi lesquelles il a fait son choix. Et Todd Young a choisi comme centre d'intérêt les chiens. Et il a décidé de peindre les chiens dans des paysages. Exclusivement cela. C'est devenu son idée fixe. Voilà la pratique d'un artiste qui ne se lasse jamais d'affronter les milliers de cas, c'est-à-dire les milliers de formes de chiens combinées aux milliers de formes de paysages. Une pratique non pas autoritaire, qui s'attacherait à réduire le réel à un seul et unique format chien plus paysage, mais au contraire une pratique impliquée, généreuse, une pratique d'artiste en fait, presque folle dans son désir d'embrasser tout le concert, toute la symphonie des formes de chiens et de paysages. Berger allemand au bord d'un lac suisse, couple de bulldogs au clair de lune, Doberman dans le désert du Nevada, Golden Retriever au-dessus d'une autoroute, teckel devant un alignement de barres de nuit, bichon maltais dans une grande plaine de type la Beauce, dalmatien au-dessus du plateau de Langres, Saint-Bernard en haut d'un col dans les Alpes, lévrier au bord de la mer Rouge, épagnol nain continental papillon à la lisière d'une forêt, Terre-Neuve contemplant l'île-Dieu, Yorkshire terrier observant un boulevard du haut d'un balcon, braque de Weimar à poil court sur un polder aux Pays-Bas, basset fauve de Bretagne au bord du volcan bouclier Mauna Loa sur l'île de Big Island à Hawaï. Alors vous allez nous poser une question. Mais en quoi cela est-il révolutionnaire et en quoi cela va-t-il à l'encontre de la marche du monde uniquement guidée par les intérêts personnels ? Eh bien tout simplement parce que dès lors qu'on s'intéresse à autre chose qu'à soi-même, cela prend immédiatement une tournure politique. Alors vous allez nous poser une autre question, mais bon sang, en quoi la peinture de Todd Young est-elle politique ? Eh bien c'est simple, il suffit d'analyser. Grâce à Todd Young, les chiens disposent désormais d'une représentation. Et pas n'importe laquelle. Todd Young représente les chiens de dos. Toujours de dos. Si vous voulez, c'est une manière de défendre leurs intérêts vis-à-vis de l'homme.
le chien nous tourne le dos, un peu comme s'il boudait, comme s'il s'était enfin dégagé de sa relation exclusive à l'homme. Ainsi, en se posant comme le représentant des chiens, Todd Young libère les chiens, il les rend autonomes. Le chien cesse de regarder son maître avec ses yeux de chien battu et il peut enfin regarder le monde. L'avenir appartient aux chiens qui se lèvent tôt, bien sûr, mais Todd Young offre aussi l'avenir aux chiens battus qui se couchent tard. Va chien, va mon chien, va faire ta vie, le paysage t'accueille, chien. Alors oui, mais toute initiative individuelle de révolution contient en germe une forme de retour à l'ordre. Je répète, toute initiative individuelle de révolution contient en germe une forme de retour à l'ordre. Je m'explique. En se posant comme le libérateur des chiens, Todd Young dérape. Alors, bien sûr, il représente les chiens, il représente tous les chiens, mais en les divisant. Doberman, dans le désert du Nevada, lévrier au bord de la mer Rouge, Saint-Bernard dans les Alpes, etc., etc. Todd Young ne représente pas l'idée du chien, l'essence du chien, mais il représente chaque race de chiens et qui plus est, il les disperse aux quatre coins de la planète. En fait, que fait Todd Young ? Eh bien, Todd Young divise les chiens pour mieux régner sur les chiens. Alors, pour ceux pour qui la formule « chien de dos plus paysage » n'est pas assez parlante, il y a un artiste qui s'est exercé à une autre formule. Femme nue, de dos, plus peau de bête. Cet artiste s'appelle Paul Sieffert, et la critique précédente pourra lui être appliquée de la même façon. Alors, puisque toute initiative individuelle de contestation de la pomme est inexorablement vouée à être pervertie, il y a quelqu'un qui a initié et coordonné une contestation collective. Ce quelqu'un s'appelle Paul Engoulevent, et c'est le créateur des PUF, les presses universitaires de France. Mais c'est surtout l'inventeur, en 1942, de la collection encyclopédique des livres « Que sais-je ». La collection encyclopédique des livres Que sais-je décrète que l'intérêt est général. Cela signifie que l'intérêt ne peut se limiter ni aux intérêts particuliers, ni aux intérêts personnels. Cela signifie que l'intérêt ne peut être focalisé seulement sur sa pomme, ou seulement sur les chiens, ou seulement sur les chiens nus, ou seulement sur les femmes, ou seulement sur les peaux de femmes, ou seulement sur les cuirs et les peaux. Qui dit intérêt général dit que tout ce qui existe dans le monde mérite de l'attention. Qui dit intérêt général dit que tout ce qui existe dans le monde mérite d'être représenté. Ainsi, la collection Que sais-je attire notre attention sur la jeunesse de l'humanité, et sur la vie dans les eaux douces, et sur la vie dans les grottes, et sur la vie dans les mers, et sur la vie rurale en France, et sur la vie japonaise, et sur la vie allemande, et sur la vie préhistorique, et sur la vie au Moyen-Âge, et même sur la vie des aveugles. La collection Que sais-je attire aussi notre attention sur la mort, sur la peine de mort, sur la mort et le droit, la vie et la mort des mots, la vie et la mort des étoiles, les radiations et la vie. Sur le yachting, sur le camping, sur le rugby, sur le cubisme, sur les loisirs, sur l'eau, sur le vol à voile, sur les avions. Elle attire aussi notre attention sur les drogues, sur l'alcool, sur le tabac, sur la grossesse et le tabac, la grossesse et l'alcool, la grossesse et les drogues, sur la Lune, sur l'histoire de la Terre et la Lune, sur les océans, sur le fond des océans,
sur la peau, sur le soleil et la peau. Sur les batraciens, sur les chiens, sur les papillons, sur les poissons, sur les mouvements des végétaux, sur la pomme de terre, sur les poussières, sur les fruits exotiques, sur les coquillages comestibles. Sur la chaleur animale, sur la pathologie animale, sur l'homme contre l'animal, sur l'animal dans les pratiques de consommation, sur les origines des animaux domestiques, sur les sensations chez l'animal, sur l'animal de compagnie, sur la cognition animale, sur la protection de l'animal. Sur la chasse en France, sur la chasse en montagne, sur la chasse photographique, sur la chasse à courre, sur la chasse en plaine et au bois. Sur la chronopsychologie, la psychanalyse politique, la psychohistoire, le psychodrame psychanalytique, la psychophysiologie humaine, la psychologie appliquée, la psychotechnique, la parapsychologie, la guerre psychologique. Sur la psychologie militaire, la psychologie des animaux, psychologie des mouvements sociaux, psychologie des peuples, psychologie économique, psychologie du travail, psychologie du sport, psychologie de la vie adulte. Et même sur les services d'aide psychologique par téléphone. Alors, pour parler de ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire de l'art, on pourrait dire que la collection Que sais-je délivre un message important aux artistes. Elle dit aux artistes que toutes les choses qui existent dans le monde sont potentiellement un bon sujet pour une production artistique. Mais la collection Que sais-je ne s'arrête pas là. Non contente de décréter que l'intérêt est général, la collection Que sais-je pose également le principe de l'égalité des choses qui existent. Et ce principe d'égalité s'incarne dans 3 règles auxquelles aucune dérogation n'est possible. Première règle, 128 pages. Si vous voulez, les PUF, c'est un peu comme le CSA qui surveille le temps de parole accordé aux partis politiques. Les PUF cherchent à s'assurer que le temps de parole soit strictement et rigoureusement égal, quelle que soit la chose qui existe. Alors on y voit là une véritable innovation, puisque comme vous le savez, dans les autres encyclopédies, la taille des articles varie en fonction des sujets. Deuxième règle, 9 €. L'amour ne doit pas coûter plus cher que la vie anglaise, et Napoléon doit être au même tarif que le handball. Le contrôle de la circulation aérienne coûte 9 €, comme le théâtre de boulevard, et c'est comme ça. Troisième règle, port de l'uniforme. C'est comme à l'école chinoise, à l'école anglaise ou à l'armée. Les PUF ont établi des règles et les sujets sont sommés de porter l'uniforme. Tout le monde en rayure, tout le monde en bicolore, et la seule variation possible, c'est celle des couleurs. Alors, examinons de plus près la règle des 128 pages. Elle nous paraît particulièrement intéressante parce qu'elle nous permet d'en remettre une couche sur Todd Young et de dénoncer encore un peu plus sa peinture. Imaginez qu'il existe plus de 300 races de chiens dans le monde et que ces 300 races doivent cohabiter dans un livre aussi petit qu'un Que sais-je. Les 300 races doivent tenir ensemble dans le même livre de poche. Pour que l'image soit moins angoissante pour vous, voici une planche présentant seulement 12 races de chiens. Les PUF ont le courage de faire cohabiter dans le même ouvrage berger allemand et caniche, chihuahua et bulldog. Et ça, c'est rendu possible par une opération très simple, qui est celle de la moyenne. Le Que sais-je consacré aux chiens nous livre une vision du chien moyen. C'est une stratégie maligne grâce à laquelle on évite que les chiens ne soient en concurrence les uns avec les autres. On ne divise pas les chiens pour mieux régner sur les chiens, mais on pense le chien comme une entité collective. C'est une manière de dire que si tout est dans tout, alors tous les chiens sont dans tous les chiens. Mais donc aussi tous les oiseaux sont dans tous les oiseaux. Et donc aussi tous les papillons sont dans tous les papillons. A fortiori, tous les poissons sont dans tous les poissons, toutes les passions dans toutes les passions, toute la douleur est dans toute la douleur, toute la couleur dans toute la couleur, tout l'humour dans tout l'humour, et tout l'amour dans tout l'amour. C'est une stratégie maligne mais également courageuse.
Dès lors qu'il apparaît une nouvelle race de chiens, on ne peut plus dire que tous les chiens sont dans tous les chiens. Il faut donc réécrire le que sais-je consacré aux chiens et réaliser une nouvelle moyenne de la notion de chien. Pour prendre un exemple très très concret, le que sais-je consacré à la drogue, écrit par Guy Tuillier, a été réécrit et renommé Les drogues par Nicole Mestracci. On passe du singulier au pluriel tout en restant dans le format 128 pages, ce qui est quand même une véritable prouesse. Prouesse. Mais l'autre grande innovation de la collection Que sais-je, c'est de proposer un mode de représentation tout à fait inédit. Ne croyez pas qu'une fois saisis par un auteur, les sujets restent toute leur chienne de vie représentés par ce même et unique auteur. Pas du tout. Au sein de la collection Que sais-je, les représentants changent au cours du temps. Ils sont régulièrement remplacés. Et cela exclut toute possibilité de dérive du pouvoir. En somme, la dérive totalitaire du peintre Todd Young est impossible dans le monde des Que sais-je. Alors prenons un exemple. Prenons l'exemple du Que sais-je consacré à l'athéisme. L'athéisme a été écrit une première fois par Henri Arvon. Henri Arvon était un universitaire spécialiste de l'histoire des idées de gauche. Il a également écrit au sein de la collection Que sais-je les ouvrages consacrés à l'anarchisme, au gauchisme et à l'autogestion. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, le Que sais-je consacré à l'athéisme a été réécrit par un autre auteur. Cet autre auteur, c'est Jean Vernet. Jean Vernet était prêtre et secrétaire national de l'épiscopat français. Ce même Jean Vernet a également écrit dans la collection Que sais-je le Que sais-je consacré à l'au-delà. L'au-delà avait été précédemment écrit par François Grégoire. François Grégoire, quant à lui, était un auteur de romans policiers. Et outre le premier Que sais-je consacré à l'au-delà, François Grégoire est également l'auteur, sous pseudonyme, de Un Chinois qui vous veut du bien, Chachacha siamois, ou encore de La casse à Caracas. Mais nous pourrions aussi citer d'autres exemples. Le Que sais-je consacré à l'équitation a d'abord été écrit par un lieutenant-colonel passionné de cheval, puis réécrit par un spécialiste de l'enseignement des activités sportives. Le Que sais-je consacré à la vie sexuelle a d'abord été écrit par un médecin anti-avortement, puis réécrit par une psychothérapeute. Le Que sais-je consacré à la viande a d'abord été écrit par le directeur de la Confédération nationale de l'élevage, puis réécrit par une philosophe spécialiste de l'éthique animale. Voilà, alors je récapitule. Premièrement, la collection Que sais-je décrète que l'intérêt est général. Deuxièmement, la collection Que sais-je pose le principe de l'égalité des choses qui existent. Et le troisième point que nous venons de voir, c'est que la collection Que sais-je permet également d'éviter toute dérive totalitaire, puisque les sujets sont représentés par différents auteurs au cours du temps. Passons maintenant au quatrième point que nous souhaiterions aborder et qui concerne une nouvelle fois les progrès permis par la collection Que sais-je. La collection Que sais-je parvient à réconcilier les sujets. Elle réconcilie les sujets en les plaçant sous la bannière d'un seul et même auteur. Par exemple, nous nous accorderons tous sur le fait que les virus et les vaccinations sont des sujets ayant des intérêts fortement contradictoires. Eh bien, figurez-vous que les PUF réussissent à réconcilier les virus et les vaccinations en les faisant représenter par le même auteur, Pierre Lépine. Réconciliation également de la guerre et de la paix. Un seul et même auteur également pour Les arts du feu et le mobilier français. Un seul et même auteur également pour l'amour et l'orthographe. Alors nous tenons quand même à vous préciser que nous avons bien vérifié et qu'il ne s'agit en aucun cas d'homonymes. Ces auteurs sont bien les mêmes personnes, et ça pour chaque ouvrage que nous citons. On continue. C'est également le cas de l'utopie, de l'idéologie, du terrorisme et de la magie. Enfin, certains auteurs parviennent même à faire cohabiter dans le même ouvrage des sujets aux intérêts fortement contradictoires. Lionel Rosan, par exemple,
Lui, il réussit à se faire coucher dans le même livre le soleil et la peau. Les cas sont rares. En fait, en dehors du soleil et la peau, on peut également citer la terre et la lune. Ou bien encore le mariage et le divorce. Selon nous, ce sont des auteurs exemplaires. Ce sont des auteurs optimistes concernant la nature humaine des choses qui existent. Ce sont des auteurs qui considèrent que deux choses distinctes peuvent être bienveillantes l'une envers l'autre et qu'elles peuvent cohabiter sans difficulté dans le même petit ouvrage. Égalité des sujets donc, mais également fraternité des sujets. Oui, mais toute contestation organisée à un niveau collectif contient en elle les germes d'un retour à l'ordre. Je répète. Toute contestation organisée à un niveau collectif contient en elle les germes d'un retour à l'ordre. Après ce que nous venons de vous raconter, vous croyez peut-être que les que sais-je vivent une vie tranquille, une sorte d'utopie politique sur les étagères des bibliothèques. Pas du tout. La communauté des livres que sais-je est minée par des luttes intestines. Et ce monde impitoyable montre son vrai visage quand on ouvre les livres et qu'on commence à les lire. À ce titre, les introductions et les conclusions sont particulièrement révélatrices. Dans leurs introductions et leurs conclusions, les auteurs s'emploient à saper la réputation des autres sujets afin de mieux plaider la cause de leur sujet à eux. Alors prenons un exemple. Prenons l'exemple du yachting. Je cite. « L'histoire des batailles est grandiose, mais celle des loisirs serait beaucoup plus révélatrice. » Je répète. L'histoire des batailles est grandiose, mais celle des loisirs serait beaucoup plus révélatrice. Ce sont les premières lignes de l'ouvrage consacré au yachting. En agissant de la sorte, les auteurs dérogent au principe d'intérêt général. Ils dérogent au principe d'égalité des choses qui existent. Et ils récusent la fraternité. Pour faire un parallèle avec notre spécialité, c'est-à-dire l'art, on pourrait dire que les auteurs de que sais-je se comportent un peu comme s'ils faisaient du coloriage, mais en débordant. En tant qu'adultes, ils devraient être capables de suivre les frontières et de les respecter. Mais les adultes se moquent des contours et des frontières. Ils se moquent de l'intégrité physique des choses qui existent. Et leur seule volonté est d'étendre au maximum l'espace de la chose qui existe qu'ils préfèrent. Ils ne peuvent donc s'empêcher d'aller gribouiller le précaré de l'auteur voisin. Si bien que les sourciers gribouillent l'armée du salut, qui gribouille les grands corps d'État, qui gribouille les dents, qui gribouille le parquet, qui gribouille les bulletins de salaire, qui gribouille le tiercé et le quarté, qui gribouille le développement libidinal, qui gribouille l'empire Disney. Voilà. Malheureusement, les auteurs ne sont pas les seuls à tuer l'utopie que sais-je dans l'œuf. Les presses universitaires de France elles-mêmes ont leur part de responsabilité et prennent des libertés vis-à-vis des grands et beaux principes qu'elles ont posés. Il faut parler du problème des surreprésentations. Certains sujets sont surreprésentés. Par exemple, Monsieur Daniel Blanc ne s'est pas contenté d'écrire un seul ouvrage au sujet du nucléaire, pas du tout. Monsieur Daniel Blanc a écrit l'électronique nucléaire, la médecine nucléaire, la physique nucléaire, la sûreté nucléaire et la chimie nucléaire. Et les presses universitaires de France ont laissé faire. Autre exemple avec les PTT. Il existe un que sais-je sur l'histoire des postes jusqu'à la Révolution. Il existe un que sais-je sur l'histoire des postes depuis la Révolution. Et il existe un que sais-je sur l'histoire du timbre-poste. Et les presses universitaires de France ont laissé faire. Dernier exemple avec la liberté. Au sein de la collection que sais-je, la liberté pullule. Alors allons-y, citons la liberté d'expression, les libertés publiques, les droits et libertés fondamentaux, etc., etc., etc. Avec ces exemples, ce qu'on voit, c'est que les PUF ne sont absolument pas capables de faire respecter les principes qu'elles ont posés.
Certains auteurs se sentent carrément autorisés à inonder le monde de nucléaire, de PTT et de liberté. Alors c'est vraiment problématique parce que ces stratégies fabriquent un monde entièrement libéralisé et dérégulé où certaines choses parviennent à être hyper représentées. Et puisque le monde est inondé de nucléaire, de PTT et de liberté, on risque à tout moment de voir le monde brutalement inondé de Pologne, ou d'asthme, ou de folie. Mais il y a pire. Tandis que certains sujets sont représentés à l'excès, d'autres ne le sont tout simplement pas du tout. Il existe un que sais-je consacré à la pomme de terre, mais absolument aucun que sais-je n'est consacré à la pomme. Mais il y a encore pire. Il n'y a aucun, je dis bien strictement aucun que sais-je consacré à l'égalité. Et il n'y a aucun, je dis bien strictement aucun que sais-je consacré à la fraternité. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne risque pas de voir le monde brutalement inondé de pommes, d'égalité ou de fraternité. Mais il y a encore pire. Ça commence à faire beaucoup, on sait. Mais croyez-nous, il y a encore pire. Il y a des purges. Malheureusement, nous ne savons pas exactement qui sont les instigateurs de ces purges. Sûrement des hauts dignitaires des presses universitaires de France. Tout ce que l'on peut vous dire, c'est qu'on a constaté toute une somme de disparitions inexpliquées. Certains sujets ont disparu, comme si certains sujets étaient devenus gênants, presque dangereux. Et ces disparitions, elles sont nombreuses. En réalité, on compte parmi les 4000 sujets près de 3200 disparitions. Et le moment où tout bascule, c'est dans les années 80. Dans les années 80, un vent de liberté souffle un peu partout, et c'est précisément à ce moment-là que la rentabilité économique prend le pas sur l'intérêt général. Alors, puisque l'intérêt n'est plus général, les PUF ont enfin les mains libres pour se livrer à ce que l'on nomme, nous, des purges. Nous ne citerons qu'un exemple, mais qui nous paraît particulièrement symptomatique. L'humour. Écrit en 1966 par Robert Escarpite, a disparu mystérieusement en 1996. Pour lui rendre hommage, lisons ensemble les toutes dernières lignes de l'ouvrage et observons, si vous en êtes d'accord, 1 minute de silence. Que sont devenus les pays légendaires? Qu'est devenu le crime? Que sont les placements devenus? Où sont passés Troubadour et Cours d'amour? Et la révolte de l'Asie? Où est passé l'amour? Nous avons voulu comprendre. Nous avons voulu connaître les conditions de ces disparitions. L'amour, l'humour, Troubadour et Cours d'amour, que sont-ils devenus? Pour ne citer que. Combustion spontanée? Une explication surnaturelle qui mettrait hors de cause les PUF, les sujets ayant pris feu comme ça, tout seuls, sans intervention extérieure? Leur petit corps réduit en cendres, retrouvé dans un environnement quant à lui parfaitement intact? Non. L'emprisonnement peut-être,
les camps de travail forcés, l'amour, l'humour, troubadour et cours d'amour contraints de casser des cailloux dans le désert sous des températures insupportables. Non. Trop dangereux, pas assez radical. Les pufs encore sous la menace d'un retour éclair de l'amour, de l'humour, de troubadour et cours d'amour, pour ne citer que. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup d'autres hypothèses. Et l'hypothèse la plus probable, mesdames et messieurs, c'est celle de l'exécution. Et pas n'importe laquelle. Les pufs, en bonne et vieille institution française, eh bien les pufs ont guillotiné les 3200 sujets. Pour leur rendre hommage, observons, si vous en êtes d'accord, 3200 minutes de silence. Alors, nous allons maintenant vous proposer une reconstitution historique de ces exécutions. Comme nous l'avons déjà dit, les exécutions de que sais-je ont vraiment pris leur essor dans les années 80. Alors figurez-vous qu'on s'est renseigné et que les 5 périodes les plus reconstituées sont dans l'ordre sur le podium. Premier, le Premier Empire. Deuxième, la Deuxième Guerre mondiale. Au milieu, le Moyen-Âge. Quatrième, la Révolution française. Et en toute dernière, la Première Guerre mondiale. Mais rien, mais alors rien du tout sur ce qui s'est passé dans les années 80. Alors c'est-à-dire que personne jamais a eu l'idée de proposer une reconstitution historique de ce qui s'est passé dans les années 80. Alors c'est hyper excitant parce que ça veut dire que c'est un spectacle qui n'a jamais été fait. C'est un spectacle de pionniers. C'est un spectacle de pionniers. Niveau reconstitution historique, on n'a évidemment pas les moyens du Puy du Fou. Au Puy du Fou, ils ont un espace scénique de 23 hectares, ils ont 1200 acteurs, 120 cavaliers, une armée de bénévoles. Nous, on est 2, on a une ouvreuse en voix off, et on va faire de notre mieux. Les années 80 ont été marquées par les créations de Jean-Paul Gaultier. Ces défilés spectaculaires renversent les conventions du vêtement. Séduits par ces extravagances, les presses universitaires de France décident de s'inspirer de Jean-Paul pour habiller les bourreaux chargés de l'exécution des que sais-je. Et plus précisément, de la célèbre robe qu'il créa pour Madonna, caractérisée par ses bonnets coniques. Les pufs complétèrent ce costume par la traditionnelle cagoule du bourreau afin de respecter les coutumes anciennes. Fidèles à une autre tradition, les pufs utilisaient la guillotine pour se débarrasser des que sais-je encombrants. La guillotine est un moyen d'exécution qui a connu son essor pendant la Révolution. Avant la Révolution, la peine de mort variait, certes, en fonction des délits, mais surtout en fonction du rang social de l'accusé. Les nobles avaient la tête tranchée à l'épée et les pauvres étaient ou roués vifs, torturés, pendus ou brûlés. Mais voilà qu'un jour, un beau jour d'hiver 1789, un député philanthrope prend la parole à la tribune de l'Assemblée constituante. La Bastille a été prise il y a à peine quelques mois. Le docteur et député Joseph Guillotin suggère que soit introduite l'égalité de tous les citoyens devant la peine de mort. Autrement dit, que tout le monde meure pareil et vite. La proposition fut immédiatement entérinée. Et dès la première apparition de la machine en place Grève à Paris, tout le monde fut convaincu. La foule était sidérée par la rapidité de l'outil et de son efficacité. La tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus.
C'est génial. Toutes les choses qui existent accèdent au privilège de périr comme les nobles. Simple, efficace, propre, rapide, à la portée de tous, la guillotine est l'instrument de l'égalité par excellence. Les presses universitaires de France n'ont donc pas hésité un seul instant à utiliser cet instrument moderne pour décapiter les que sais-je. Les choses se passaient de la manière suivante. Le bourreau se saisissait d'un ouvrage, le présentait à la foule, La monnaie unique. puis l'amenait sur l'échafaud. L'ouvrage était soigneusement disposé de manière à ce qu'on lui coupe la tête. Le sang du que sais-je éclaboussait la scène. La tête tombait dans un joli panier en osier, tandis que le tronc du livre demeurait inanimé sur la table de la guillotine. La même opération était répétée plusieurs fois par jour, Les enfants inadaptés. en fonction du nombre de que sais-je condamnés à disparaître. Le spectacle était grandiose. Les Émirats du Golfe arabe. Les têtes tombaient en série avec à chaque fois un jaillissement de sang singulier dont les couleurs et l'intensité variaient en fonction des couleurs de leur couverture. La physiologie du sport. C'est alors qu'au beau milieu de notre reconstitution historique, un décapité déboule sur scène. Les légumes. Alice Lescan et Sonia Derzipolski sont prises de terreur à la vue de ce monstre. Ces demoiselles, depuis le début, font preuve d'idéalisme, voire pire, d'idéologisme. Mais en fait, tout ce qu'elles font, c'est sombrer dans le pessimisme, voire pire, dans le catastrophisme. L'idéalisme, l'idéologisme, le pessimisme et le catastrophisme figent littéralement les choses, ils paralysent la situation. Alors moi, je dis non, non à l'ismalisation. Ces demoiselles en sont à faire de la reconstitution historique, comme si c'était la fin de l'histoire, comme si plus rien ne pouvait advenir que ces terribles purges de que sais-je. Là aussi, je dis non, 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 non et non. Peu de temps après la Grande Terreur. Peu de temps après la Grande Terreur, un artiste français a eu le courage de s'approcher de la guillotine. Cet artiste ne pouvait se résoudre à ces disparitions. Il n'arrivait pas à croire à l'état de mort cérébrale des sujets. Et cet artiste, il s'appelle Miller-Lévy s'est donc approché de la guillotine et il a discrètement récupéré les morceaux des que sais-je. Miller-Lévy ramena donc tous ces que sais-je démembrés dans son laboratoire d'artiste et là, il tenta de les ramener à la vie. Pendant des années, il mena des recherches seul dans son laboratoire. Et dans le plus grand secret, il mit au point une technique de greffe. Les têtes des uns se retrouvèrent sur le tronc des autres. Et au fur et à mesure sont apparus des hybrides, d'étranges sujets hybrides. Oui, mais Miller-Lévy avait eu une immense intuition, oui.
et sa posture avait été excellente. Mais ces greffes n'ont engendré que des sujets non viables. Des hybrides, incapables de survivre, des monstres, des chimères, qui très rapidement ont dépéri. Scientifiquement, on appelle ça un phénomène de rejet. Les porte-greffes ont rejeté leurs greffons par une réaction biologique, une sorte de force de la nature qui les a poussés à se défaire de la greffe imposée. Alors, j'ai repris les travaux de Miller-Levy et j'ai réfléchi. J'ai procédé moi-même à des tests pour essayer de comprendre pourquoi ces greffes avaient échoué. Et un beau jour, j'ai trouvé l'explication. Miller-Levy avait commis l'erreur de greffer entre eux des sujets qui n'ont rien à voir, qui n'ont mais absolument aucun point commun. Tenez, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si Miller-Levy avait essayé de me greffer un pommier sur la tête. J'ai compris, moi, pour ma part, que seuls les sujets ayant des affinités particulières peuvent s'accoupler et être viables. Pour que la greffe fonctionne et que l'hybride soit viable, il faut absolument que le porte-greffe et le greffon aient des choses à se dire, qu'ils aient des points communs. Alors, j'ai regardé la liste des choses qui existent, j'ai étudié cette liste longuement, patiemment, et j'ai découvert que parmi toutes les choses qui existent, seules 2 choses peuvent être greffées l'une à l'autre. 2 choses seulement ont des affinités particulières. Et ces 2 choses, ce sont l'art et la démocratie. Le point sur lequel l'art et la démocratie se rejoignent, c'est sur la question de la représentation. En gros, l'art a pour vocation de représenter toutes les choses qui existent par le biais de représentations picturales. La démocratie a la même vocation, à la nuance près qu'elle se limite à représenter tous les gens qui existent par le biais de représentants politiques. Ainsi, hybrider l'art et la démocratie ne peut que donner des résultats intéressants. Bien. Maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter les hybrides que j'ai pu obtenir et vous montrer tout ce que l'histoire de l'art peut apporter à la démocratie. Ma première invention, donc, dont je ne suis pas peu fier, c'est la démocratie académique. Le terme académique désigne un mode de représentation lisse et froid, mais qui en même temps permet l'accumulation de détails insignifiants. Dans cette démocratie, les représentants politiques sont de vrais professionnels. C'est le système démocratique lui-même qui dispense une formation de haut niveau à ces professionnels de la démocratie. Par exemple, les candidats à l'entrée à l'école doivent passer un concours d'admission consistant en l'exécution d'un dessin d'après le modèle vivant du peuple. Et ceux qui réussissent le concours sont ceux qui parviennent à une représentation figée, froide et un peu mortifère du peuple, pourtant bien vivant. Bon, une fois admis à l'école, plus rien ne peut entraver leur parcours professionnel. Mais on peut reprocher à cette démocratie son mode de représentation un peu arrogant, un peu pompeux même. D'où le sobriquet dont on l'a affublé d'ailleurs, démocratie pompier. J'ai donc dû concevoir un deuxième hybride, la démocratie impressionniste.
Contrairement à la démocratie académique, la démocratie impressionniste mise sur le vivant, sur le mouvement, sur les émotions. Ces représentants politiques passent leur vie en extérieur. Ils sont fascinés par la météo, par les changements de couleur en fonction des saisons, en fonction des heures de la journée. Ces représentants politiques peignent 5 fois, 10 fois, 20 fois le peuple, à des heures différentes, à des saisons différentes. Et dans ces changements de couleur, le visage du peuple est souvent parsemé de reflets ensoleillés, tandis que ses contours deviennent plus flous, plus estompés. Mais c'est aussi là son point faible. C'est un mode de représentation trop instable, une démocratie de myope, qui s'attache au fugace, au temps présent, et qui se montre incapable de voir loin, de se projeter dans le temps long. Alors, j'ai élaboré une variante à la démocratie impressionniste, la démocratie pointilliste. Dans cette démocratie, les responsables politiques sont beaucoup plus maniaques que dans la démocratie impressionniste. Ils défendent point par point l'intérêt de chaque parti. Chaque poil, chaque bouton de chemise du peuple fait l'objet d'un traitement spécifique. Bon, finalement, on obtient un résultat assez homogène, vu de loin, où les sujets semblent se mêler les uns aux autres, mais à y regarder de plus près, c'est la représentation de toute la société en petites touches séparées, un peu comme si le peuple n'était qu'un amas de tout petits confettis. Alors, du coup, on a taxé cette démocratie de divisionnisme. Alors j'ai tenté de résoudre le problème en inventant un nouvel hybride, une nouvelle démocratie. La démocratie abstraite. Dans cette démocratie, les représentants politiques sont mus par le désir de rompre avec le monde des apparences et les soucis du quotidien, beaucoup trop triviaux, beaucoup trop concrets. C'est pourquoi la démocratie abstraite s'attache à ne représenter rien. Mais rien, mais ni personne. Ah, c'est un parti pris assez fort, assez radical. Alors, je me suis dit, je pouvais peut-être aller encore plus loin, être encore plus radical. Et là, j'ai inventé la démocratie conceptuelle. Si vous voulez, la démocratie conceptuelle, c'est une démocratie en tant que démocratie. Sa préoccupation principale est de perpétuellement se penser soi-même. Elle ne pense à rien d'autre qu'à essayer de comprendre ce qu'elle est. Avec la démocratie conceptuelle, ce qui compte, c'est l'affirmation de la primauté de l'idée sur la réalisation. C'est-à-dire que l'idée de démocratie est beaucoup plus importante que la réalisation de la démocratie elle-même. Dans la démocratie conceptuelle, les actions peuvent ne pas être réalisées, puisque la seule chose importante est qu'elles soient tout simplement dites ou bien écrites. La démocratie rupestre a pour vocation de représenter les animaux. Dans cette démocratie, ce sont surtout les intérêts de la faune qui sont défendus. Les buffles, les mammouths et les gazelles ont enfin voix au chapitre. Il arrive aussi que les légumes disposent d'une représentation. Un peuple de légumes dans la rue, une démocratie qui s'exprimerait entièrement dans la rue et où les écoles seraient des décors. Il y aurait de belles lois avec des fleurs, de beaux équipements sportifs avec des papillons, un parlement avec des fleurs aussi,
On pourrait appeler ça la démocratie style nouille. Oh. Oh la pauvre. Oh la pauvre. Oh non. Oh non. Oh pauvre, pauvre, pauvre. Oh. Pauvre, 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 pauvre. Oh la pauvre. Aimez-vous la démocratie thérapeutique? Eh bien, c'est une démocratie qui se propose de soigner les gens dans une situation psychiatrique critique pour les uns et pour les autres de contribuer à leur développement personnel en misant à fond sur la créativité. Pot de peinture et pinceau pour tout le monde. On vous laisse entièrement libre de vous exprimer. Allez-y, ça va vous faire du bien. Ça va mieux, là, non? Vous vous sentez mieux maintenant que vous vous êtes exprimé? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une belle démocratie que la démocratie thérapeutique. On pourrait élargir la couverture maladie universelle. C'est un beau projet, n'est-ce pas? C'est un beau projet. La démocratie surréaliste insiste sur la trahison des images, sur la trahison que comporte toute représentation. Ainsi, dans la démocratie surréaliste, toutes les décisions sont prises pendant que les gens dorment. C'est pourquoi ces décisions sont parfois étranges et pénétrantes. Les implications en matière de politique d'aménagement, notamment, peuvent être désastreuses. Cette nuit, ils ont décidé d'empiler une voiture sur une tour Eiffel, sur un aéroport, sur un lac artificiel, et le tout posé en équilibre sur un éléphant. Oh putain, j'ai rêvé. Putain, j'ai fait un rêve de fou. Oh, j'ai rêvé que nous tous, là, nous étions représentés par des chiens. Oh putain, le rêve de fou. J'ai rêvé qu'on avait décidé que c'était les chiens qui étaient légitimes pour nous représenter. Ça faisait comme une assemblée de chiens. Alors ils étaient tous rassemblés, là, comme ça, et nous, on assistait à ce qu'ils débattaient, dans des tribunes, derrière eux, complètement impuissants. Non mais les chiens nous tournaient le dos, quoi. Alors, on les appelait, mais ils répondaient pas. Ils parlaient pas de nous, hein. Ils étaient là, ils discutaient de leur dada. Il y en a un qui disait qu'il aimait bien le yachting, un autre qui disait qu'il préférait la culture d'organes, un autre qui arrêtait pas de parler de turbo-machine. Il y en a un qui était ultra calé, question gros mots. Ah non, mais c'était horrible. Il y en avait mes mains qui mangeaient des pommes. Ah non, mais là, on est en train de vivre une période de grande incertitude. Ça, c'est sûr. Là, on est dans une période de grande incertitude.
Oh oui. Oh que oui. On est dans une grande période d'incertitude. Et dans une période incertaine. Grande période d'incertitude. La démocratie ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour elle. Elle se sauve aussitôt qu'on a prononcé son nom. Ses meilleurs moments sont quand elle oublie comment elle s'appelle. Serge, oublie le nom de démocratie et écoute plutôt cette histoire. Un jour, un beau jour, les choses qui existent ont fait une bêtise. Bon, ça serait un peu long de citer toutes les choses qui existent qui ont fait une bêtise, alors prenons l'exemple au hasard des pommes. Quelles bêtises ont donc bien fait les pommes? Eh bien, les pommes ont défié le pouvoir en place en tentant d'ériger une haute, très haute tour qui atteindrait le haut, très haut sommet de la hiérarchie de ce pouvoir. Les pommes voulaient une démocratie directe. Les pommes en avaient assez de leurs représentants et voulaient directement voix au chapitre. Hélas, le pouvoir en place opéra une brutale reprise en main. Contrecarra la révolution, brouilla le langage des pommes et les dispersa sur toute la surface de la terre. Les pommes, autrefois toutes les mêmes, se retrouvèrent divisées en des centaines de catégories de pommes. Des Golden aux États-Unis, des Royal Gala en Nouvelle-Zélande, des Reines de Reinette en France, des Grises au Canada, des Pink Lady et des Granny Smith en Australie. Moins connue, il y a aussi la Doucette dans les Cévennes, la Pâte de Loup dans le Maine-et-Loire, la Coquette de Conflans, la Choupette du Val-de-Loire, la Sandeboeuf, oh la Tinfray, et la Transparente de Bois-Guillaume. Et puis, il y a une pomme aussi, qui s'appelle la pomme Petit Hôpital. C'est une variété de rainette normande. Eh bien, cette pomme Petit Hôpital, c'est celle que j'ai croquée et qui devait m'empoisonner. C'est pour ça que j'ai survécu, voyez-vous. C'est-à-dire que le pouvoir en place a tenté de m'éliminer, mais comme il avait précédemment dispersé la révolte des pommes, il ne s'y est plus retrouvé dans les races des pommes, et le pouvoir en place a tenté de m'éliminer avec une pomme qui soigne. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a des tonnes et des tonnes de pommes différentes. Il y a des pommes de couleurs différentes, des pommes qui ne parlent pas la même langue, des pommes de cultures différentes, des pommes de niveau de vie différents, des pommes aisées, des pommes défavorisées, des pommes dans un panier, des pommes dans du velours, des pommes sur une cuillère en argent, des pommes sur une table, des pommes sur une planche de bois. Alors, oui, mais, les pommes ne sont pas plus dociles qu'avant, même différentes les unes des autres, même désunies. Les pommes continuent de résister au pouvoir en place et les pommes résistent à leurs représentants. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Prévert dans un poème. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose.
Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pommes, la pomme. Et la voilà qui tourne dans une assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement, sans bouger. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Alors, dans ce poème, Jacques Prévert, qu'est-ce qu'il dit? Alors, dans ce poème, Jacques Prévert, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, je l'ai dit. Elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pommes. La pomme. Un jour, mon prince viendra. Et un jour viendra où les pommes obtiendront ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, pas de prince, pas de président, même pas un seul représentant. Un jour, la volonté des pommes n'aura besoin d'aucun intermédiaire pour s'exprimer. Oh, un jour, mon prince viendra. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Les pommes sont encore dans un régime représentatif. Bonsoir. Je m'appelle Alice Lesken et Sonia Darzipolski et j'aimerais vous parler ce soir d'un peintre. Un peintre qui est pour nous le plus moderne, le plus actuel et le plus subversif des peintres surréalistes. Ce peintre est belge et ce peintre, c'est Léon Moisse. Léon Moisse, c'est un peintre qui existe vraiment. Il habite à Châtelet, c'est une petite ville à côté de Charleroi. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais auparavant, Léon Moisse, il était simultanément responsable de la culture et directeur de l'abattoir de la ville de Châtelet. Mais Léon Moisse, donc, il est également peintre. Et Léon, il peint des pommes. Exclusivement cela. Les pommes, c'est son idée fixe. Et quand Léon peint des pommes, il ne se limite pas à un seul et même style. Il peint les pommes à la manière de Botticelli, à la manière de Monet, ou même à la manière de Francis Bacon ou de Picasso. Ce que je veux dire, c'est que Léon Moisse n'enferme pas les pommes dans un système de représentation univoque. Et le plus important, c'est que Léon ne peint que des pommes qui ont été mangées. Léon ne peint que des trognons. Et quand Léon peint des trognons, il ne divise pas les trognons pour mieux régner sur les trognons. Non. Léon ne trahit pas les trognons. Quand Léon peint des trognons, il reconstitue l'essence même de la pomme. Le plus petit dénominateur commun à toutes les pommes, leur moi profond. Au-delà de toutes les races de pommes, au-delà de toutes les frontières de pays de pommes, les pommes sont dépeintes telles qu'elles sont vraiment.
invite maintenant au vernissage de l'exposition de Léon Moisse, donc qui va se dérouler sur le plateau. On installe quelques trucs comme ça pour y à boire et à manger. Et surtout, on tient à préciser que Léon, donc Sonia l'a déjà dit, existe vraiment. C'est un peintre qui a eu l'amabilité de nous prêter les toiles qui sont ici et qui sont maintenant exposées à Paris, au 104. Et surtout, la sortie se fait par ici. Vous ne pouvez pas y échapper. Bon vernissage.